Bonjour les amis, et plumophile toujours évidemment. Je vous propose aujourd'hui notre étude numéro 29. Alors je rappelle que 29, en réalité, il y a eu un décalage dans les numéros tout simplement parce que j'avais séparé en deux parties l'étude sur les centrales électronucléaires de Fessenheim et de Cremalville, c'est-à-dire le surgénérateur. Et parce que une seule vidéo, c'était beaucoup trop long et ça a décalé tous les numéros. Enfin bon, c'est pas fondamental, que ce soit la 28 ou la 29 ou la 30, c'est plus aussi chronologique pour nous. Alors, le titre restera toujours l'anti-économie française, parce que je trouve qu'il est pas mal, puisqu'en fait, ce sont des conséquences qui sont plutôt négatives. Alors, n'allons pas chercher derrière ce qu'il n'y a pas à aller chercher, c'est-à-dire, c'est pas une histoire de polémique à travers ce mot, simplement qu'il me paraît assez bien adapté. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, je vous propose aujourd'hui de revenir sur la mobilité électrique à travers le poids lourd, cette fois. Les choses vont très vite, vont très vite. Mais avant ceci, je souhaite vous présenter à l'écran des documents que je ne vous ai pas présentés antérieurement au cours des études précédentes. En particulier, comment la France a perdu une partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors, vous avez dans la partie livres, c'est-à-dire sur l'onglet livres du site internet www.laplumedutemps.com, vous avez ici un petit livre qui a été écrit il y a 5 ans maintenant, mais qui est toujours d'actualité. C'est la France et l'Afrique de l'Ouest en particulier, toujours d'actualité, totalement d'actualité. Ce sont des écrits qui sont pris, je dirais, in vitro. Tout ce que je vais vous présenter là, c'est-à-dire ça vient de local, c'est pas de l'étude à travers d'autres documents, ou voilà, non. C'est ce qui fait aussi l'originalité. Hein. Alors le sous-titre, eh bien, c'est de la fin de la France-Afrique à celle de la France, point d'interrogation, donc une lourde conséquence. Ça rejoint ce que je vous ai dit dans cette vidéo il y a 15 jours, là. L'échec d'un empire prometteur pour tous. Donc il n'y a pas d'arrière-pensée coloniale là-dedans, c'est au contraire. Ensuite, toujours dans la France et l'Afrique de l'Ouest, c'est le numéro 2, mais cette fois dans les études et non plus au niveau de l'onglet livres. Opération Barkhane, énergie électronucléaire, conflit en Ukraine, Afrique de l'Ouest, bien sûr, et transition énergétique. Tout ça, ça se tient, mais on s'en douterait bien un petit peu, hein, quand même. Alors, c'est un document qui fait 16 pages, c'est quand même pas... L'intérêt, je reviens là-dessus, l'intérêt de la chaîne, c'est tout simplement que les vidéos, vous les retrouvez, et ça je le rappelle, sous forme lecture à l'écran à partir du site internet. Plus complet en général, avec des cartes, des schémas, éventuellement des diagrammes, ce qui m'évite de faire des montages. Ça, c'est chronophage, les montages. Hein. Alors le numéro 3, toujours dans la France et l'Afrique de l'Ouest, c'est l'affaire du Niger. Donc la prise de pouvoir par un gouvernement, je dirais de tête militaire, euh, au Niger, et puis, puis ses conséquences, et également sa participation à l'AES, c'est-à-dire l'alliance des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Niger. Donc tout ça c'est très intéressant évidemment. Et puis le dernier que j'étais en train de mettre à jour, parce que lui aussi avait à peu près 4 ou 5 ans, c'est l'anti-économie française, conséquences. Et bon, faire attention que ça ne brille pas. Où là, vous allez retrouver donc un certain nombre de vidéos. Alors, pas celles sur le camion électrique que je vais vous développer aujourd'hui, et pas celles non plus sur la langue française. Tout ça faisant partie de ce titre que j'aime bien, l'anti-économie française. Alors, retour donc sur la mobilité électrique. Poids lourd et train sur accumulateur, je ferai un petit aparté là-dessus. Alors, donc je vous ai rappelé les documents, ça c'est vu, et puis le poids lourd diesel actuellement. Alors, suivant, je le précise bien, suivant la marque,
suivant l'usage du véhicule, suivant le conducteur et suivant l'entretien. Quelles sont les principales caractéristiques ou les principaux paramètres auxquels nous arrivons? Eh bien, le kilométrage moyen d'un camion, d'un poids lourd, alors on va partir sur un super lourd, hein, comme ça. Voilà. Alors, je tiens ces chiffres d'amis conducteurs de poids lourds, mais également je les ai vérifiés sur Internet, ça se recoupe à peu près. 125 000, 150 000 km par an. Alors, il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, bien sûr. Je répète ce que je viens de dire, tout dépend de la marque, du conducteur, de l'entretien, du parcours, évidemment. La durée d'un moteur, dans ces conditions, qui sont en général des 6 ou des 8 cylindres, c'est 6 à 8 années. Quel est le coût de la rénovation, c'est-à-dire du reconditionnement d'un moteur? Je n'ai pas dit d'un moteur neuf, hein. Reconditionnement d'un moteur, montage, démontage, essai, aux alentours de 20 000 € hors taxe. Ça va pas en diminuant, bien sûr. 20% des gaz à effet de serre sont, en Europe et en France en particulier, sont émis par la circulation poids lourd. Quand même pas négligeable, hein, pratiquement un quart. L'autonomie moyenne d'un poids lourd, alors évidemment, tout dépend encore de l'usage, du conducteur, d'un tas de choses, et puis de son parcours. Il est certain qu'un un poids lourd qui emmène des fruits, par exemple, et qui va partir de Sète ou de Perpignan jusqu'à Dunkerque ou jusqu'à Calais, il a intérêt à avoir un gros réservoir. Bon, alors, un certain nombre emmènent quasiment 1 mètre cube. Densité du gasoil, 0,74. C'est-à-dire que 1000 litres égale 740 kg de gasoil. Plus les réservoirs, bien sûr, plus les pompes. Donc tout ça, c'est pas léger. Alors c'est aussi un calcul à faire, hein, entre le fait de ne pas trop emmener de charges supplémentaires, parce que c'est de la charge utile en moins, et oui, même si ça va pas très loin, ou refaire un plein en route. Tout ça c'est de la gestion, hein. Alors, donc l'autonomie moyenne, elle va suivant les réservoirs, de 400 en gros à 1000 km, en gros. Alors, on peut faire plus, hein, bien sûr. On peut aussi avoir un wagon-citerne derrière, mais enfin, je ne vois pas très bien l'intérêt, hein. Alors, le poids à l'air électrique. Un poids à l'air électrique sur une base pareille de 40-44 tonnes. En France, 1%. Et oui, il y en a, et c'est pour ça que les choses évoluant très vite, j'ai pensé qu'il était utile de revenir sur la mobilité électrique à partir du poids lourd électrique, justement. En gros, 1% des poids lourds électriques. Il semblerait, alors je le mets entre guillemets bien sûr, que les propriétaires en soient plutôt satisfaits. Bon, sachant que en Chine, alors on revient encore sur les très vilains chinois, parce qu'ils sont forcément très vilains, hein, bien sûr, 30% à peu près des immatriculations de poids lourds sont électriques. Alors je pense qu'ils comprennent aussi là-dedans les véhicules utilitaires, genre 3 tonnes 5 chez nous. Bon, mais c'est quand même important, et on a vu que plus de 50% des voitures aujourd'hui immatriculées en Chine sont électriques. C'est quand même important. On n'en est pas là. Bien que vous avez noté que ces derniers temps, alors évidemment le prix du carburant y est pour quelque chose, mais le véhicule électrique est en train de monter, en puissance, c'est le cas de le dire, rapidement en France, hein. Bien. Alors, la capacité des batteries sur un camion, je reviens sur le camion, 200 à 550 kWh à peu près. On est au-delà d'une voiture, hein. Les capacités, les plus grosses capacités de voiture aujourd'hui, ça doit être 100 ou 105 kWh à peu près. Sachant que la grande majorité, c'est du 60, 65, 80. Alors ça veut dire que pour recharger un poids lourd, les batteries d'un poids lourd, c'est pas la même borne que pour recharger une voiture. Or, des bornes en France, poids lourds, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, à part chez les propriétaires de poids lourds électriques, évidemment. C'est leur intérêt, hein. Voilà, donc 200, 550 kW, voire plus, ce qui va nous donner de 270 à, en gros, 740 chevaux. C'est quand même
Déjà pas mal, hein. Sachant que le couple de démarrage, le couple d'un moteur, des moteurs qui équipent les véhicules électriques, est absolument est très très important, bien sûr. C'est pour les personnes qui sont montées dans une voiture électrique, euh, vous avez pu voir que quand on appuie sur le champignon, comme on dit, eh bien, ça arrache, hein. Bon, donc couple de démarrage très important. Comme les voitures. Alors, je suis parti d'une vitesse moyenne d'un poids lourd de 65 km/h. Alors, certains vont me dire c'est moins, d'autres vont me dire c'est plus. Enfin bon, je pense que 65 km/h, c'est à peu près ça. Ça nous donne une autonomie, en gros, de 200 à 400 km. 400 km, c'est quand même pas négligeable. Et là-dedans, on a 20, en gros 20 à 25% de la récupération d'énergie. C'est pas en plus, hein. Non. S'il n'y avait pas la récupération d'énergie, c'est-à-dire au moment du freinage ou au moment des descentes, eh ben, il y aurait moins d'autonomie, en proportion. C'est comme pour la voiture électrique, hein, c'est exactement pareil. Alors, la durée, suivant la durée, c'est-à-dire suivant la durée en temps, hein, avec 65 km/h de moyenne, si on prend une 200 kWh, ça nous donne 3 heures. C'est pas négligeable, c'est à peu près, hein. Ça va dépendre si c'est l'hiver, c'est l'été, c'est vraiment. Et puis, si on a une 400 kWh, on est déjà à 6 heures. 6 heures, 6h50. C'est important. Sachant que les temps de conduite maximum pour un conducteur, c'est 4h30. Et tous les 4h30, au maximum, il doit s'arrêter 45 minutes. Or, pour recharger son véhicule, ça va demander un peu plus de temps. Jusqu'à 80%, comme pour les voitures, ça va lui demander en moyenne 90 minutes, c'est-à-dire 1h30. Bon, alors un peu moins si la capacité de batterie est moins importante, mais enfin si la 400 kW, oui. Alors ça c'est de la gestion, évidemment. Alors sachant quand même maintenant que ce qui est vrai en Chine n'est pas forcément non plus vrai en Europe ou en France. Enfin, à mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup d'écart, sachant quand même que la Chine est un pays largement montagneux, plus que la France. Alors, sachant quand même que sur un poids lourd, diesel, il y a le poids du moteur, hein, c'est pas négligeable, hein, l'embrayage, le carburant avec les réservoirs, même si les réservoirs sont en aluminium, c'est pas forcément léger non plus. Il y a l'embrayage, il y a la boîte de vitesse, et il y a la transmission. Tout ça, et puis il y a les freins, le système de freinage. Tout ça, c'est pas négligeable, ça représente vite des tonnes. Sur un véhicule électrique, ben, le carburant, l'embrayage, tout ça, ça y est plus, hein. Transmission, alors transmission, je ne vais pas m'aventurer parce que soit les moteurs sont sur les roues au niveau du tracteur, c'est-à-dire de la partie moteur cabine, et ça, je ne sais pas, suivant les marques actuellement, où ça se situe. En tout cas, s'il y a une transmission, elle doit être assez courte. Embrayage, ben, un embrayage, je vois pas pourquoi il n'y en aurait un. Bon, tout ça, c'est en moins. Alors, à la place, on a évidemment des batteries. Mais je pense que, alors, ça doit peut-être se compenser, je ne sais pas exactement, il faudrait étudier la question beaucoup plus précisément, et là, il faut d'autres éléments. Voilà. Alors, le temps de repos, on l'a vu, la durée de charge, ben, on l'a vu. Donc l'intérêt pour un propriétaire, c'est évidemment de recharger à son entrepôt, c'est-à-dire en 8 heures, 8 heures, 10 heures, puisqu'il faut des bornes particulières, c'est pas les bornes de voiture qui vont pouvoir recharger un 400 kWh. Et à mon avis, en France, en tout cas, j'en connais pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est encore un problème qu'il faut aborder. Et ça montre aussi que ben, nous avons pris, et je dirais en Europe, ben, un gros retard. Et c'est pour ça que je parlais des vilains chinois, forcément vilains, mais on ne peut pas leur reprocher d'être moteurs dans le système, c'est le cas de le dire, et d'avancer. Quand on voit les résultats au niveau de la Chine, bon, ben, pourquoi c'est pas la même chose chez nous? Nous avons commis deux erreurs, à mon avis. La première, c'est de ne pas avoir démarré la fabrication de batteries en même temps qu'on a démarré l'électrique. Or aujourd'hui, la grande majorité des batteries, je crois que ça doit être 70 ou 80%, c'est chinois.
ou en tout cas sous capitaux chinois. Et puis il y a une autre erreur également qu'on a complètement oubliée, c'est que la voiture électrique, et on l'a vu lorsque j'ai fait des vidéos sur la voiture, hein, c'est pas quelque chose de récent, ça date du début du 19, fin 19e siècle, début 20e siècle, et puis après il y a eu un grand trou parce qu'on est passé dans le pétrole, et puis on voit avec la difficulté qu'il y a aujourd'hui de sortir du pétrole, faut quand même le reconnaître, quoi. Et puis, alors donc, l'autre erreur, c'est que dans les années 90, à peu près, je crois, et ça c'était EDF qui avait essayé de promouvoir le petit véhicule électrique. Alors il y avait déjà un petit véhicule à deux places et trois roues, sur batterie. Alors je ne sais plus quel était le type de batterie, ça devait être des plombs sans doute, mais qui était fort séduisant. Bon, c'était peut-être des prototypes, mais qui méritaient peut-être quand même de poursuivre. Et puis ensuite, c'était EDF à équiper des 205. Alors, je ne me souviens plus du tout de leur autonomie, j'ai pas recherché non plus, mais il fallait continuer, sachant que, non pas sous forme lithium-ion, je ne crois pas, mais nous avions déjà en France, et ça j'en ai eu la preuve, il y a 30 ans, 40 ans de ça, nous avions déjà des possibilités de batterie plus performantes que la batterie plomb. Ça n'a pas été développé. Bon, faut pas se plaindre hein, aujourd'hui. Hein. Voilà, désolé. Bien. Alors, donc on a vu que les ventes en France, actuellement c'est de l'ordre de 1%. Et puis, les ventes en Chine, on est au niveau du poids lourd, alors sans doute avec les utilitaires, on est aux alentours de 30%, et plus de 50% pour les voitures électriques. Alors, derrière tout ça, évidemment, faut pas non plus idéaliser. Faut bien rester pragmatique. Ce qui est vrai en Chine est peut-être moins vrai en France, bien que je ne vois pas pourquoi. Mais également, il faut faire un bilan, comme d'habitude, un bilan économique, bilan technique, entretien, consommation, coût d'achat du véhicule, etc., etc. L'absence d'entretien, parce qu'à mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Bon, tout ça, ça rentre en ligne de compte, capacité, autonomie et autres. Donc, on retombe encore, si je peux dire, dans mon affaire d'entonnoir. L'entonnoir, les plus, les moins, le petit tuyau, et en dessous c'est marqué bilan, facture, argent sonnant et trébuchant, parce que ça se termine toujours comme ça, et qui paye. Ah oui, toujours comme ça. Hein. Voilà. Alors maintenant, revenons, si vous le voulez bien, sur le train électrique. Alors le train électrique, suivant le projet APAC, c'était automoteur sur pneumatique propulsé par accumulateur que je vous avais proposé dans des vidéos qui étaient, je crois, les 12... alors je regarde ça un instant, c'était les 12 et le 13. Vidéo 12 et 13 que vous retrouverez bien sûr au niveau des vignettes. Hein. Et ça c'était fin janvier dernier, si je me souviens bien. Alors, j'ai noté que ça avait été, il y a eu beaucoup de visites pour ce projet, et ça fait très plaisir, évidemment. Ce projet, c'est un projet qui n'est pas concrétisé, hein, c'était une idée, et je le rappelle pour mémoire, c'était d'utiliser ou d'aménager des wagons, des caisses, si on peut dire, de tramway, par exemple, hein, de les équiper de pneumatiques, et non pas de roues métalliques, mais des pneumatiques avec, au niveau de la jante, un boudin, c'est-à-dire la partie qui dépasse comme sur une roue de wagon, ce qui permet de guider sur le rail. Mais on n'utilise pas des rails classiques type Vignol, mais des profilés métalliques ou béton ou autre, hein, de forme IPE, c'est-à-dire en forme de I, à peu près de la largeur du pneu. Et ça, évidemment, je dirais que techniquement, il n'y a aucun problème. Ça existe déjà, il suffit d'adapter. Le problème, il est pas technique, il est politique, hein, faut le dire, quoi. C'est un problème de volonté, de redynamiser ou non nos voies secondaires à partir de systèmes beaucoup moins onéreux, plus rapidement construits, beaucoup moins onéreux qu'un train classique. Un train classique, ça coûte cher.
Là, on n'a pas besoin d'un ballast tiré à 4 épingles, on n'a pas besoin de tout ça, ça peut monter des rampes, descendre, prendre des virages, tout. Voilà. Et pour faire du régional, je dirais, enfin moi ça m'apparaît comme l'idéal. Bon, malheureusement, nous n'en sommes pas là. Pour mémoire, j'ai eu l'occasion de faire 2 conférences sur ce sujet, à l'étranger, hein. Je peux vous dire que les oreilles étaient grandes ouvertes. Bien, alors, donc, pour en venir à quoi? Bien, simplement qu'à travers ce que je viens de vous exposer au niveau d'un poids lourd, des poids lourds électriques, eh bien, ça recoupe 100% ce que je vous propose, ce que je proposais au niveau de la PAC, c'est-à-dire d'un automoteur sur pneumatique à propulsion électrique, c'est-à-dire aux alentours de 350 km d'autonomie, ce qui est largement suffisant, avec une moyenne de 80 km/h, compte tenu des arrêts, d'un tas de choses. Ce qui est quand même très intéressant, et je vois qu'aujourd'hui, eh bien, ce que proposent les fabricants de poids lourds, eh bien, on est tout à fait dans les mêmes rapports. Je dirais que c'est du 100%. Voilà. Bien. Alors, que cela veut-il dire, in fine, à la fin? Eh bien, si on veut décarboner l'atmosphère, si on veut le faire réellement, moi je dis que, et puis améliorer notre qualité de vie, eh bien, il faut aller vers la mobilité électrique. Et il faut arrêter de discuter, ouais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est... Non. Qu'à regarder un peu ce qui se fait autour de nous, et regarder un peu, ne pas oublier la Chine. La Chine, c'est pas uniquement que la véhicule électrique, c'est pas uniquement que tel ou tel truc, non. C'est un ensemble civilisationnel qui se dirige vers un sommet, vers autre chose, et non pas des petits rajouts, non, à droite à gauche, non, non, non. Donc, nous avons en France des centrales hydrauliques qui marchent très bien, encore pour je sais pas combien de siècles, très bien, des centrales nucléaires qui ont repris, je dirais, de la vigueur en repoussant leur durée opérationnelle à 60 ans, et non pas à 50 comme c'était décidé dans le PPE1, Programme pluriannuel de l'énergie numéro 1. Donc, et puis nous allons, j'espère, construire des EPR, et puis peut-être d'autres, et donc nous avons de l'électricité, donc ça veut dire une autonomie de la France, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin d'aller importer telle ou telle chose. Tout ça, ça fonctionne, et ça demande rien. Bon, alors de l'uranium, d'accord, mais enfin l'uranium, ça ne représente pas la majorité, je dirais, de la consommation, comme ça peut être avec du charbon, du pétrole, ou des choses comme ça. Voilà, donc ça nous amène à une indépendance, et qui nous soustrait aussi d'un certain nombre de conflits d'intérêts. Alors tout ça, évidemment, ça passe par une grande volonté politique, hein, bien entendu, ça... Et voilà. Bien, alors ça nous amène aussi, évidemment, à des économies, à la baisse de la consommation fossile et autres, donc vers une qualité de la vie. Alors on voit que depuis le début de cette chaîne, c'est-à-dire depuis qu'elle est opérationnelle, c'est-à-dire de mi-novembre 2025, eh bien toutes ces vidéos se tiennent, hein, elles se bouclent les unes avec les autres pour arriver voilà, à continuer un ensemble cohérent. Alors, je vous rappelle les vidéos qu'il serait bon de revoir. Comment vous les revoir? Bien, allez-vous les revoir, pardon. Eh bien, tout simplement, vous faites YouTube la plume du temps, comme d'habitude, et vous apparaissent toutes les vignettes, et puis vous choisissez dedans, et c'est là que vous allez retrouver celle dont je viens de vous parler, dont la 10, 11 et 22 concernant le véhicule électrique, et les 12 et 13 concernant le projet APAC, c'est-à-dire les automoteurs. Alors, je dois dire que concernant les centrales, concernant la vidéo sur les centrales de Fessenheim et la centrale de Creys-Malville, c'est-à-dire le surgénérateur, j'ai été très surpris de voir que Fessenheim avait eu beaucoup d'écoute, Creys-Malville, le surgénérateur, non. Alors ça m'a surpris parce que il y a quand même une sacrée facture là, hein, et puis à la fois une facture financière, mais aussi une facture de perte technologique. Et je sais pas, ça n'a pas... Bon, alors peut-être que, voilà, cette vidéo fera que vous allez raccrocher.
Voilà, eh bien écoutez, merci pour votre attention. Je vous rappelle que très rapidement, ces vidéos devraient pouvoir être également mises en podcast, c'est-à-dire que vous pourrez les écouter, en écouter uniquement que le son en faisant votre cuisine, ou en conduisant votre voiture ou votre camion, je sais pas quoi, et ne pas être obligé bien de regarder la vidéo, ce qui peut être peut-être un peu contraignant. Donc voilà. Eh bien écoutez, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner. On arrive à une trentaine d'abonnés quand même, hein. Alors certains vont me dire oui mais c'est confidentiel tout ça, oui. Non, on est bientôt à 1100 vues, 30 abonnés, tout ça en 6 mois, sur des sujets comme ça, c'est quand même pas si mal, hein. C'est pas de la vidéo de 3 minutes ou de 5 minutes, hein. C'est quand même beaucoup plus complet. Et ça permet une grande, je dirais, liaison entre l'auditoire et moi-même. Ça, c'est très agréable. Voilà. Et puis, si vous êtes riche ou pas riche, d'ailleurs, c'est pas le problème, vous pouvez toujours, évidemment, sponsoriser le site internet www.laplumedutemps, ou la chaîne, si vous voulez, évidemment. Enfin, tout ça, ça se discute, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous, donc, pour la prochaine vidéo. Alors, je n'en ai pas encore le titre. Peut-être allons-nous nous pencher, façon de parler, sur les différents types de réacteurs nucléaires. Ça, c'est évidemment très intéressant, mais c'est un gros travail à préparer tout ça. Et il n'est pas exclu que, eh bien, prochaine vidéo ne soit que dans 15 jours, parce que, comme on dit, c'est quand même un gros boulot, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt et portez-vous bien.